Ne jamais s'ennuyer. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, j'ai crevé de faim, j'étais malade, tout ce que vous voulez. Mais je ne me suis jamais ennuyé. Le moins de secondes d'ennui, ça rapproche de la mort. C'est pas bien, c'est pas bien. Depuis 2009, il incarne Raymond, l'alter ego du guet dans Scène de ménage, avant que sa partenaire Marion Gamme ne s'éteigne en mars dernier. Qui se cache sous la moustache de Gérard Hernandez et ses presque 75 ans de carrière, au cours desquels il a partagé l'affiche avec les plus grands de Gérard Houry à Al Pacino, sans oublier le grand Schtroumpf, à qui il a, entre autres, prêté sa voix. Rencontre avec un artiste aux multiples talents, modestement vôtre. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Alors Gérard Hernandez, bonjour, je suis très 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 heureuse de vous recevoir. C'est pas bien de mentir comme ça. Justement, je ne mens pas, monsieur Hernandez. En plus, vos yeux disent le contraire. Non, je suis très content de mettre un visage sur cette voix. Oh, voilà. C'est gentil, c'est pas bien de mentir. Non, en fait, je suis vraiment très heureuse qu'on puisse trouver le temps de discuter tous les deux. Et en préparant cette interview, j'ai regardé votre impressionnante carrière et j'ai vu que ça faisait donc depuis 2009 que donc vous incarniez ce fameux Raymond. La première de mes questions, c'est est-ce que le temps passe vite vraiment quand on est heureux? Mon pauvre petit, vous allez voir ça. C'est même pas la peine que je vous le dise, vous allez vous en apercevoir dans 50 ans. Ça descend chousse. Vous réveillez un jour et vous dites, mais je suis encore jeune ou je suis déjà vieux? Moi, j'arrive pas à dire je suis déjà vieux parce que ça fait tellement longtemps. Mais le bonheur de faire, est-ce que ça démultiplie la vitesse du temps? Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est évident. Et même ne rien faire, c'est ce qui est terrible, parce que même quand vous ne faites rien, moi j'adore ne rien faire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est ne rien faire. Et à tel point que je me lève de très bonne heure pour ne pas avoir à faire quoi que ce soit le plus longtemps possible. C'est vous dire à quel point je suis vicelard. Et ça marche, apparemment. Ça marche, mais c'est pas sans danger. Ah, quels sont les dangers de ce genre de philosophie? Et là, vous voyez là où je suis assis, ouais. Ça s'appelle un canapé. Ouais. C'est un tueur en série. Un tueur en série. Il vous pend, il vous lâche plus. Et quand il vous lâche, c'est que vous pouvez plus rester assis. Mais alors là où, et c'est pas par esprit de contradiction, je n'oserais pas, mais comment puis-je entendre que vous aimez ne rien faire et que je fasse autant? Exactement. Il n'y a rien de tel qu'un fainéant pour travailler beaucoup. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup, mais je vais changer le verbe. Je me suis beaucoup amusé. Et ça, peut-être parce que je ne viens pas de ce métier. J'étais bibliothécaire, comme le monde entier est au courant. J'étais bibliothécaire, c'est un métier sérieux que j'aimais beaucoup, mais où je ne m'amusais pas. Et j'ai découvert un métier où on pouvait s'amuser en même temps que gagner sa vie. Ce qui est paradoxal, parce que d'habitude, quand on s'amuse, c'est gratuitement. Et là, j'ai trouvé ça formidable, ce qui fait que depuis que je fais ce métier, je dis « je vais pas travailler ». D'ailleurs, en français, on dit « je joue la comédie », je joue. En Espagne, on dit « trabajar ». « Trabajar en un papel », veut dire travailler sur un rôle. Nous, on joue un rôle. Et j'ai pris ça au pied de la lettre. Moi, j'ai joué. Alors justement, vous parliez de lettres, vous parliez de bibliothécaire. Oui. Je me suis demandé si c'était le fait d'avoir été bibliothécaire qui vous a donné le goût des mots, parce que vous aimez les mots. Ah là là, c'est un truc... D'ailleurs, je suis en train de penser à une œuvrette. Je sais, ça se fera pas puisque je suis fainéant, mais
Une œuvrette où les mots se révoltent, où l'alphabet se révolte, où le Z en a marre d'être en queue de peloton et il se révolte. Mais le mot, c'est formidable. La parole, vous vous rendez compte que l'homme a pu s'exprimer, c'est étonnant. Et mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Et mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. C'est Il Albert. n'était pas la moitié d'un imbécile. Exactement. Donc cette profession de bibliothécaire, ça a à la fois cultivé votre amour des mots, et j'ai lu que ça a aussi déclenché un premier rôle, c'est ça, dans le film d'Allégret ? Oui. Alors racontez-moi ce tour de magie. Bon, j'étais dans ma bibliothèque et je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelait Andréos. Je m'en souviens. C'était en 54 ou 5, 1900. Qui me dit, parce que c'était une bibliothèque espagnole. Il me dit, vous n'auriez pas un étudiant éventuellement un peu comédien qui pourrait jouer un rôle dans un film? Je vais demander. J'ai demandé à quelques... Et puis, j'en ai pas trouvé. J'ai rappelé, j'ai dit, écoutez, pour le moment, je trouve personne, mais si ça peut vous dépanner, moi, je peux le faire. Elle fait, non, il faut que ce soit un Espagnol qui ne parle pas français. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, je ne parlerai pas français. Ah oui, non, mais... Enfin, bref, il me dit, bon, on essaye, mais attention, je joue ma place. Hein. Alors, je lui dis, non, n'ayez crainte. On va au studio de Neuilly, je me souviendrai toujours, qui n'existe plus. Mm-hmm. Et il me présente à Yves Allégret, le papa de Catherine. De Catherine, pardon. L'ex-mari de Signoret. Et il me présente, il parlait pas plus espagnol que moi je ne parlais français. Et il me disait, quand vous attendez, si, claro, qu'est-ce qu'il dit? Donc je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement lire le rôle en français. Alors il va dire, allez-y. Alors je lis le rôle avec un accent à couper au couteau, bien plus gros que ceux de mes parents. Mais ça a l'air d'aller, c'est pas mal. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il c'est? Non, là, il me parlait dans un espagnol qui n'existe pas. Enfin bref, je fais le film, pendant tout le film, je ne parle pas un mot de français, mais je parle français avec l'accent. Voilà. Okay. Et tout se passe très bien. J'entendais de tellement jolies choses sur moi. Je me dis, heureusement qu'ils me disent pas de vacherie, parce que ce serait terrible. Et à la fin du film, il y a un repas, il y a un dîner, et j'arrive, je dis, salut les potes, comment ça va? Mais qu'est-ce que vous avez... Ça a fait rire Gérard Philippe, car c'était Gérard Philippe la vedette. Et un mois après, ou 2 mois, Yves Allégret faisait la mise en scène d'une pièce. Pour la première fois de sa vie, il faisait une mise en scène de théâtre. Et il m'appelle, et ça se passe très bien. J'ai des très bonnes critiques. J'ai dit, mais c'est un métier facile. Vous n'y aviez jamais pensé avant? J'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Mais vous n'aviez jamais pensé avant à jouer la comédie? Non. Jamais. Non, j'aimais ce métier. J'avais lu des pièces de théâtre espagnol plus que françaises. Mais je connaissais Molière, quand même, Racine, Corneille. Je connaissais quand même tout ça. Et je connaissais surtout une pièce que j'ai aimée en français tout de suite, que j'avais lue en espagnol. J'avais pas très bien aimé. C'est Cyrano de Bergerac. Vous aurez remarqué que j'aurais pu jouer Cyrano de Bergerac à cause de mon nez. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant. Après, il y a les rencontres de la vie. Bon, voilà. On m'a présenté des pièces, j'ai trouvé c'est nul. Et puis un jour, on m'a plus appelé. On m'a plus appelé du tout. Alors, j'ai repris mon petit boulot, j'ai fait des petits boulots. À l'époque, c'était facile. Mais là, j'étais marié, il fallait que je travaille. Et puis, un copain est venu me chercher, où je vendais des pièces, des billets d'entrée de théâtre dans les palaces. Et il s'avère qu'il y a un copain qui s'appelait Georges Atlas, qui est passé par un des palaces et fait, écoute, qu'est-ce que tu fous là? Je dis, je travaille, parce qu'on s'était connus sur le film. Et alors il me dit, attends. Et puis il me dit, il revient 2 jours après, il me dit, je suis assistant de, je sais plus qui mettait en scène, peu importe.
Et on est en train de répéter Fifi. C'était une opérette de Christinet et Wilmetz. C'est une jeune fille charmante, charmante. Bon, bref. Il dit, est-ce que tu veux de la doublure du rôle comique? Je dis, oui. Bon, ben alors je vais voir la pièce, 2-3 jours de suite pour voir le... Ah ouais, vous avez appris comme ça, vous êtes immergé attendez, dans... Le 4e soir, on vient me chercher. L'après-midi, il me dit, tu joues ce soir, il s'est cassé une jambe. Ah, je dis, merde. Alors. Le soir même, j'ai joué le soir même. J'avais une mémoire d'éléphant à l'époque. Les chansons, les danses, tout ça, je savais. Waouh. Et puis j'ai joué ça comme ça. Après ça s'est enchaîné. Alors, vous l'évoquiez, l'Espagne, votre enfance. Vous êtes arrivé en France à quel âge, d'ailleurs? J'avais 3 ans, moi, quand je suis arrivé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous reste de l'Espagne? Est-ce qu'il vous reste des souvenirs de ça? Ah, j'aimerais voir une psy, parce que je suis dans un état avec ça, là, depuis toujours. Je peux pas m'imaginer retourner en Espagne. Je peux pas. J'y suis allé pour tourner un film à Madrid, mais c'était un film, et je suis resté dans le film. Ah ouais. Je suis allé à Barcelone, mais Barcelone, c'est pas pareil. C'est cosmopolite, c'était pas l'Espagne que j'avais quitté, moi. Je suis jamais retourné dans le village dont je suis. Jamais. Et je ne sais pas pourquoi. Et au début, je savais pourquoi. C'est parce qu'il y avait Franco. Et oui, c'est ça. Mais après, pourquoi j'y suis plus retourné? C'est très enfoui. Ça n'est pas réglé encore. Je ne sais pas. Culpabilité, je ne sais plus. Culpabilité. Il faut dire que, à part mes parents qui sont venus, les autres, c'était des franquistes. Hein. Il y a peut-être un peu à aller chercher là, c'était que des franquistes. D'accord. Et ça ne m'allait pas. Alors j'entends avec ces débuts qu'en fait il n'y avait absolument aucune stratégie dans le fait de vouloir jouer la comédie, construire une carrière, etc. Est-ce que ça a toujours été ce qui vous a guidé? En fait, est-ce que vous vous êtes laissé porter? Est-ce que vous avez eu confiance? Vous avez dit le mot. Je me suis toujours laissé porter. Ce qui est un reproche que me fait souvent ma femme, parce que je me laisse porter aussi à la maison. Ça vous a réussi en même temps. Oui, je me suis laissé porter. J'ai dit, bon, c'est le métier comme ça. J'avais les plans de carrière, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je sais toujours pas d'ailleurs. Et j'ai jamais appelé qui que ce soit. J'ai eu une chance inouïe. Il faut dire que, n'ayant pas de plan de carrière, je ne savais pas dire non. Ce qui fait que j'ai tourné des navets surpuissants, que j'ai fait des choses abominables et que j'ai tourné quelques chefs-d'œuvre. Comme vous dites. Le hasard. Alors justement, parmi ces chefs-d'œuvre, cher Gérard, je voudrais qu'on s'arrête quand même chez Bobby Darfield. Oui, c'était formidable. Al Pacino, racontez-moi quand vous avez débarqué dans cette aventure, ce film qui est sorti en 77. Racontez-moi tout. Il y avait la patronne, l'ancêtre, l'icône des comment on dit, les casting women. Ouais. C'est la première, c'est Margot Capelier. Ah, Margot Capelier. La grande Margot, qui m'aimait bien, qui m'a foutu sur des coups impossibles. Et puis un jour, il me dit, écoute, tu vas déjeuner avec Sidney Pollack. Ah bon? Ah bon? Voilà, moi, Sidney Pollack, c'était... on achève bien les chevaux. Enfin, c'était... Ah, immense réalisateur. Et je déjeune avec lui, on parle de tout sauf du film. Et puis on se dit au revoir. Et Margot m'appelle le soir, fait, c'est toi qui fais le rôle. Et puis c'était pas un petit rôle en plus. Hein. C'était formidable. Ça, c'est un casting. Ça, parce que finalement, il cherchait un être humain et non pas un comédien. Au rendez-vous, vous y étiez. Il a été formidable avec moi. Qui ça, Al Pacino aussi. Voilà. Et Pacino, je vais vous raconter. J'étais fauché à l'époque. Hein. Je travaillais, mais pas cher. On bradait. Et un jour, on devait tourner une scène avec Pacino. Il me restait 3 jours à tourner. J'en avais 7 ou 8 en tout. Et il me dit, t'as besoin d'une lit de monnaie? Je dis, ah oui, alors une lit de monnaie. Don't worry. Alors on devait tourner une scène. Le matin, 9h, il arrive avec les cheveux
complètement ébouriffé, qu'il n'était absolument pas raccord. Il s'était fait un shampoing. L'autre lui dit, Sidney lui dit, mais ouais, parce que j'avais l'impression d'avoir des poux, je sais pas. Alors du coup, on l'a pas tourné. Et comme il fallait que ce soit à une certaine heure, je suis resté 3 jours bien payé en plus. Il l'a fait pour vous? Ben, je pense, oui, parce qu'il m'avait dit ça. Alors. Waouh. Oui. Et je me suis laissé dire qu'après le film, vous avez entretenu une relation avec lui, non? Avec Sophia Non, Hall. après non, mais sur le moment, il m'avait dit, viens avec moi. Son copain de Un après-midi de chien, vous savez. Oui, absolument, le mari de Meryl Streep. Qui ressemble à Kirk Douglas. Ah, Kirk. Non. Ah, l'ex-mari de Meryl Streep, comment il s'appelle? Oui, je me souviens plus. Casano. Bref, bon, on voit bref. le second, celui qui braque l'agence avec lui. Voilà. Et alors, il me dit, lui, il est mexicain, il a un accent. Je lui dis, mais moi, j'ai un accent encore pire. Il me dit, ça fait rien, ils aiment ça. Parce que lui, il voulait faire du théâtre, il voulait pas faire du cinéma à l'époque. Hein. Pacino faisait du cinéma pour payer ses pièces. Car il n'était même pas joué on Broadway, il était off-Broadway. Il montait des pièces difficiles, Berthold, tout ça, c'était bien. Et puis, je me suis dit, recommencer ma vie. J'ai dit... J'ai dit ok, puis on s'est séparés, puis c'est tout. Il vous proposait en fait de tenter un truc aux États-Unis? Ouais, de partir avec lui. Il avait une troupe. Il ne garantissait pas que j'allais gagner de l'argent. Ah. Non, mais vous êtes en train de me dire que vous avez juste failli intégrer une troupe d'Al Pacino. J'aurais pu, oui. Ah. J'aurais pu. Ben, je n'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Non. Non, parce que je sais pas si je me serais amusé aux États-Unis. Je suis pas sûr. On revient à ce mot-clé, en fait. Amuser. Voilà. On revient à ce mot-clé. Moi, c'était ne jamais s'ennuyer. Ouais. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, j'ai crevé de faim. J'étais malade, tout ce que vous voulez. Mais je ne me suis jamais ennuyé. Le moindre seconde d'ennui, ça rapproche de la mort. C'est pas bien. Qu'est-ce qui vous a transmis cette philosophie, Gérard? C'est vos parents? C'est du vécu? D'où vous tenez ça? Je crois que c'est mon père. Mon père, c'était une sorte de saint. Ah. Ma mère, c'était une sorte de sorcière. Oh. Ah oui, non, c'était pas gentil. Moi, des fois, j'ai un côté maman. Et mon père a toujours dit plus tard, avec le sourire, on va aller, les enfants, nous allons partir pour le Venezuela. Il paraît que c'est formidable. On a fait le Venezuela, le Chili, le Mexique, l'Argentine, tout ça en restant à Paris. Et comment ça? Parce qu'on n'est jamais parti. Mais non, mais comment il nous faisait rêver. Ah. On a eu toutes les plus belles voitures alors qu'il était fauché. On allait voir, je me souviens, sur les Champs-Élysées, il y avait des Delahaye. Ouais. Il y avait un magasin Delahaye, c'était des voitures. Plus tard, on va s'acheter une Delahaye. Plus tard, et jusqu'à sa mort, il a dit plus tard. Mais ce que vous viviez quand il disait plus tard, c'était bon et ça suffisait en fait. Quand j'étais enfant, j'y croyais, puis j'y ai plus cru. Il faisait quoi comme métier, votre papa? Tous. Ça fait beaucoup. Quand il est venu à Paris, il avait fait du droit. Alors, il est entré dans une succursale de la Banque d'Espagne, où il était fondé de pouvoir. Après, il a voulu faire des affaires. Mal lui en a pris. Il était nul. J'ai toujours connu fauché. Mais il vous a transmis quelque chose de très précieux. Oui, d'abord, je crois que la générosité. À la maison, il y avait toujours 25 personnes, on ne savait pas qui était là. C'était toujours une table ouverte. Mon père, parce que ma mère râlait tout le temps. Alors, parmi les choses aussi que j'ai lues, et au sujet desquels j'aimerais bien vous interroger, il y a cette naturalisation que vous avez demandé. Oh là, mais pourquoi, en fait? Parce que, écoutez, je vais vous raconter. Parce que pour avoir une carte de travail, il fallait un contrat. Pour avoir un contrat, il fallait une carte de travail. Ça se passait rue de Vaugirard. On faisait l'accueil, il y avait tout le monde. Il y avait des blacks, des jaunes, des bleus, des verts. J'arrivais au guichet avec les papiers qu'on m'avait demandé 15 jours avant. Toi,
pas avoir la feuille bleue, faut avoir toi. Je lui dis, ben oui, madame, mais est-ce que vous pouvez ne pas crier et me parler en français? Je crois que j'arrive à en prendre des substances. Enfin, j'arrivais jamais à avoir les papiers. Et au bout de 2 ou 3 mois de file d'attente, etc., je dis, tant pis, je serai un sans-papier. Et j'étais un sans-papier pendant des années. Ah ouais? Et j'ai rencontré ma femme, entre-temps, qui, elle, est française à 100%, à 150%. Elle me dit, c'est plus possible parce que, comme j'ai fait toutes les manifs qu'il fallait, je me dis, si jamais on me pique, je me retrouve dans un bataillon disciplinaire au Maroc, sous la bannière de Monsieur Franco. Voilà. J'étais un peu... Et alors elle, c'est un boxeur. Elle lâche pas sa proie. La preuve. Elle a dit, tu seras français. Et elle est allée voir tout le monde. Elle a défoncé des portes. Et en 75, en même temps que ma femme de ménage, qui venait de temps à autre, et qui était portugaise, qui m'avait dit, bon, ça va, je suis français. Pardon? Je suis français. Elle était française avant moi. Et puis un jour, je lui ai dit, vous savez, Hermina, je suis français aussi. Voilà. Ben, c'est une... En 75. En 75. Ouais. Et je précise que je suis aussi français, sinon plus que vous, parce que j'ai choisi d'être français. Absolument. Difficilement. J'ai eu le coup de foudre pour la France. Le coup de foudre, vraiment. Je trouve que c'est un pays extraordinaire. Et j'enrage quand j'entends des gens l'abaisser ou dire « Ah, nous, les Français, la France, c'est la France, c'est quand on est en France. » Mais non, mes enfants, la France, c'est merveilleux. C'est tout. Nous avons les andouilles de Vire. Nous avons les bêtises de Cambrai. Nous avons tout en France. J'imagine qu'il n'y a pas que ça qui vous a fait obtenir cette naturalisation. Non, il y a une dame aussi qui s'appelle Max et c'est ma grande rencontre. Max? Oui. C'est la dame avec qui je vis depuis 72 ans. Alors justement, on ne peut pas discuter avec vous, Gérard, sans ne pas évoquer cette histoire d'amour absolument exceptionnelle. Ben, je crois, oui. Hein, on dirait. Donc, allons-y, évoquons-la. Moi, j'ai une question. La première, d'une profane en amour, Gérard. Oui. Je voudrais savoir, quand vous l'avez vue, parce que vous étiez tout jeune, est-ce que vous vous êtes dit, c'est elle? Non seulement j'ai dit, c'est elle, j'ai dit à mon copain Jean Becker, le gros connard de Jean Becker, mon copain d'enfance, je lui dis, tu vois cette jeune femme, cette jeune fille, tu me verras jamais sans elle. C'est comme la carte, c'est la pub. Vous me verrez jamais sans elle. Eh ben, c'était ça. Et ça a été ça. Et il se trouve que elle a dû penser la même chose de moi puisqu'elle est restée. Mais qui de vous deux a fait le premier pas? C'est elle. C'est elle. Oui. Moi, je savais pas faire ça. Vous êtes laissé porter. Ah oui, oui, encore une fois, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Je suis sous ce signe, je ne sais pas s'il y a un signe du zodiaque qui fait... Le porté. Oui, le porté. Je suis né sous le signe du porté. Et c'est quoi le secret, là aussi, c'est s'amuser? Ah ben, alors là, je vais vous répéter, ne pas s'ennuyer. On a ri, on continue à rire. Il y a des mauvais moments, bien sûr, toujours, pour tout le monde. Mais ne jamais s'ennuyer. Et puis... une certaine admiration l'un pour l'autre. Enfin, en ce qui concerne, je ne sais pas si elle m'admire beaucoup, mais enfin, moi je l'admire beaucoup. Vous pouvez nous rappeler le métier qu'elle faisait? Pardon? Vous pouvez nous rappeler le métier qu'elle faisait? Elle était prof d'esthétique. C'est-à-dire elle était même présidente du jury pour faire passer les examens, pour devenir... elle s'y connaît beaucoup en kinésie, en dermato, enfin... Et puis un jour, elle a dit, bon, je vais faire des études sur le cinéma. Elle est partie à l'université de Vincennes. Elle a fait une thèse sur le cinéma d'horreur, ou je sais pas, des trucs comme ça. Vous avez déjà travaillé ensemble ou justement jamais. La clé, voilà. Non, jamais. Elle vient même pas sur les tournages. Et c'est quoi la raison? C'est pour préserver votre couple? J'ai peur qu'elle se moque de moi. Pas vrai. Quand je suis au théâtre, j'ai toujours peur
qu'on me charrie. Je suis un peu... Mais vous sentez pas légitime, lâchant le mot, après toutes ces années? Mais même les gens que j'aime beaucoup, j'aime pas qu'ils me voient travailler. J'aime pas. Non, parce que j'ai honte. De quoi? J'ai honte de ne pas faire bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, vous avez quand même la validation. Non, justement, c'est ce qui me reste de ma jeunesse, c'est que je suis toujours aussi fragile. Et que dans mon métier, je suis toujours perfectionniste et que je suis toujours dans le doute. Et j'espère l'être jusqu'au bout. Sauf qu'il y a un truc que je doute pas, c'est que ça va se finir. Mais ça se cultive alors, le doute. C'est même nécessaire. Je ne sais pas. Je peux pas. J'aime pas affirmer les choses. À part de ne pas s'ennuyer, ça je l'affirme et je suis sûr que j'ai raison. Mais le reste du temps, je suis dans le doute total. Alors, on est aujourd'hui donc dans les locaux de Scène de Ménage. Vous allez entamer une lecture après cette interview. Évidemment, là aussi, on ne peut pas ne pas parler de Marion Gamme et de sa disparition. Est-ce que la question qui m'est venue par rapport à ça, c'est quelles ont été les étapes de votre réflexion pour décider de rester? Est-ce que ça a été... Comment c'est... Alors, il y a beaucoup de gens à La Rochelle, vous étiez au Festival de La Rochelle qui ont évoqué ça et ce couple merveilleux que vous aviez formé. Bien sûr, je suis une exception dans ce système de scène de ménage qui est un binôme, quoi. Et là, j'avais plus de binôme. Je disais, mais j'existe plus. Si elle est plus là, j'existe plus. Et puis, en haut lieu, mon ami Nicolas m'a dit non, tu restes, on va se débrouiller, tu vas. Nicolas de Taverneau, Gérard. Nicolas de Taverneau. Non, mais je voulais pas donner son nom. Oui, mais c'est moi qui le donne. Après, il va m'engueuler. C'est très délicat. Je ne sais pas quoi penser. Vraiment, je ne sais pas. Je sais que quand je vais retrouver notre décor, puis je vais le retrouver là, ça me fait quelque chose quand même. Parce que ça n'a pas été un mariage d'amour, mais on s'aimait quand même. On s'aimait. Moi, j'engueulais, elle m'énervait, mais elle avait un truc, elle m'adorait. Plus je l'engueulais, plus elle aimait. Alors, je ne savais pas, mais professionnellement, ça a marché, vous voyez. C'était une comédienne qui était d'une justesse rare, avec des défauts comme tout le monde, mais d'une justesse. Moi, elle me manque. Elle me manque. Vous savez déjà quelles seront, oserais-je le dire, les prochaines têtes de Turc de Raymond, avec qui il va pouvoir continuer ses joutes qu'on aime tant? Moi, j'ai un copain Préjean et un autre copain qui s'appelle Lucine, avec qui on a tourné un peu. Et ça avait l'air de bien se passer. D'accord. Préjean a la solidité d'un roc, mais qui est à la fois fragile parce que sa femme l'a envoyé promener. Et l'autre, Lucine, c'est un petit bonhomme qui en a marre de se faire marcher sur les pieds. Et il le fait d'une façon formidable. Il est très drôle. Donc, est-ce que le comique va sauver ça? Je l'espère. Moi, je vous fais confiance. Il y a peut-être une belle promesse derrière. J'espère. Je voudrais aussi qu'on évoque une autre partie de votre carrière, c'est évidemment le doublage, parce que ça, c'est quand même là aussi incontournable. Donc vous avez doublé des comédiens... Oui, de la viande, on disait. Tiens, je double de la viande la semaine prochaine. Ah, quand vous doubliez des comédiens? Il y avait la viande et il y avait le carton. Je double du carton. Alors, dans la viande, il y avait Danny DeVito, Woody Allen, des gens comme ça. Voilà. Il y a eu même Omar Sharif. Omar Sharif. Oui. Ça, c'est la moustache aussi. Vous pouviez... Oui, c'est peut-être à cause de la moustache qu'il m'avait pris. Ou le talent. Et puis, donc, dans le carton, évidemment, il y a il y en a 3000. Voilà, 3000. 3000, oui. Et j'ai lu que vous disiez que c'était peut-être ce que vous aviez fait de mieux, ces doublages-là. Au niveau du plaisir, pourquoi vous avez... Oui, parce qu'on a immédiatement... On sait, c'est une expérience... D'abord, j'adore travailler pour les enfants. Voilà. Ça, alors, pour moi,
Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais plein de mômes, mais je leur racontais des histoires quand on était sur la plage. J'avais toujours des mômes qui venaient, allez, raconte-nous. Et je racontais, mes petits-enfants, je racontais. J'ai toujours, c'était immédiat. Ils ne trichent pas. S'ils s'ennuient, ils foutent le camp. Et moi, j'ai adoré travailler pour les enfants. Alors, les dessins animés, c'était formidable. Mais c'est un autre métier ou c'est le même? J'en sais rien. Vous savez pas? Moi, je sais pas, on m'a dit un jour, fais du doublage, j'ai fait du doublage. Puis j'ai trouvé ça facile aussi, c'est épouvantable. Ah oui. Quand j'ai fait du théâtre la première, c'est après que j'ai vu que c'était difficile. Ah. Mais pas le doublage, mais au début, j'ai tout le cinéma, j'ai dit mais c'est facile. Je sais pas pourquoi les gens se montent la tête, c'est facile. Il ne faut pas répéter ce que je dis. Parce non, que mais ça reste entre nous. Moi, je travaillais avec des gens qui arrivaient 3 heures avant au théâtre pour se concentrer. Moi, j'arrivais de Drouot parce que j'étais un malade de Drouot. Je fonçais aux variétés. Puis, hop, j'étais en scène. Ah, et ça semble mais je ne sais pas si c'est bien. Hein. Bah, ce sont les gens dans la salle qui ont vu si c'était bien d'après ce que j'ai cru comprendre, voilà. ça a marché. Ça a plutôt, là aussi, vous avez une belle validation. Mais il y a encore quelque chose que j'entends, c'est ce mot facile, c'est de la pudeur quand vous dites ça, ou c'est vraiment vrai? Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Donc le jury appréciera, comme on dit. Voilà, c'est vous donnerez votre sentiment. D'accord, je vous enverrai un petit SMS après cette rencontre. Non, parce qu'il y a quelque chose, je trouve aussi, qui vous accompagne quand on voit votre carrière, ça ressemble à de la modestie. À de la modestie. Vous semblez être quelqu'un d'extrêmement modeste. C'est ce qu'on me reproche. Alors, c'est ce que j'allais vous demander dans ce métier. Est-ce que des fois, c'est pas un vilain défaut, la modestie, Gérard? Je crois. Je crois, parce que je vois ceux qui sont en haut, là, ils sont pas modestes. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont modestes. Ouais. Mais ils sont un peu dans l'ombre. Il faut se faire mousser, il paraît. Mais moi, je n'ai pas une autre opinion de moi-même. Hein. Quand je vois des gens, des copains étudiants, par exemple, j'avais un copain qui s'appelle Bernard Roch, qui est un chercheur, qui est une immense intelligence. Je me dis, mais oh là là, mais t'es que t'as là, quand t'étais rien. Alors, c'est pas de la modestie, c'est de la lucidité. Non, voilà, je suis pas modeste, je suis lucide. Voilà l'homme des mots qui revient avec la précision. La lucidité, ça me perdra. Ce fameux Raymond-là que vous incarnez, donc on a dit depuis 2009, est-ce que parfois vous trouvez pas qu'il prend beaucoup de place dans l'imaginaire collectif et qu'il occulte tout ce que vous avez fait, toutes ces pièces, tous ces films? Alors, je vais dire un truc, mais c'est parce que c'est vous. Merci Gérard. Raymond, je le connais par cœur. Et si j'avais pas la fainéantise infusée en moi depuis des années, j'écrirais les textes. Parce que cet homme est une mine. Et il faut... C'est une mine, hein. C'est un concentré de l'être humain sur la fin de sa vie. C'est passionnant. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Donc je pourrais éventuellement lui envoyer des trucs que je ressens. Parce que arriver à la fin d'une vie et s'appeler Raymond, être ce qu'il est, il y a des trucs extraordinaires à faire. Mais est-ce que c'est valable pour la télévision? Est-ce que c'est valable pour un spectacle? C'est plutôt valable pour un psychiatre. Ou pour la littérature, Gérard? Pour la littérature, effectivement. Le vieil homme. Oui, il est l'heure. Non, pas du tout. Le vieil homme, c'est le vieil homme lucide. C'est effrayant d'être vieux et lucide. Ah, mais moi, vous voulez pas me faire plaisir, ne serait-ce que vous me dire, oui, je vais peut-être essayer de l'écrire. S'il vous plaît. Mais j'ai tellement de choses à écrire, là. Le problème, c'est que j'ai autant d'idées que quand j'étais jeune. Mais avec le désavantage que je ne les mets pas sur le papier. J'ai une armoire pleine d'écrits. Il y a 99% à jeter, mais il y a peut-être une petite perle. Je me souviens quand j'ai écrit RE égale MC2, c'est un truc qui me trottait dans la tête. Cette pièce de théâtre de 3 bébés qui découvrent le monde, qui sortent de leur maman et qui expliquent comment c'était dedans.
et ce qu'ils espèrent avoir dehors. Et il y a même les Roland Barthes et ses élèves sont venus me voir et m'ont expliqué ce que j'avais fait. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais ça serait bien comme ça, quand même. Et ça a pris des années dans ma tête et 3 jours à écrire. Mais c'est insolent ce que vous dites. Mais j'écrivais à une vitesse. Mais c'est pour alors ça. Peut-être que, en pensant à vous, je me mettrai à écrire sur la lucidité. Ça me ferait tellement plaisir. Voilà. Tellement. Et j'ai une dernière question. Alors, c'est pas moi qui fais des voix, c'est vous. Mais quand même, je vais le citer. Vous vous souvenez bien sûr de la chanson de Jean Gabin qui dit « Je sais pas grand-chose, mais ça... » je sais. Voilà. Je sais. Alors, Gérard Hernandez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous... à propos de quoi vous pourriez affirmer « Mais ça, je le sais ». Sur rien. Ce que je sais, c'est que tout ça va finir. Et je sais que je ne sais pas ce qu'il y aura après. Et ça m'effraie. Non, ça m'effraie pas d'ailleurs, ça m'effraie pas. Je dis des bêtises, ça m'effraie pas. Ça m'effraie pas parce que je sais qu'il y aura rien. Je sais que je serai retourné d'avant, quand j'étais dedans. Quand j'étais dedans, je n'avais pas de souvenirs, ni de bon ni de mauvais. Je pense que ça va être un peu comme ça. C'est-à-dire le néant. Je ne suis pas contre. Vous savez quoi ? J'ai envie de garder ça comme mot de la fin, Gérard, que vous n'êtes pas contre. Et surtout, je voudrais vraiment vous remercier pour ce moment, comme on dit, et pour votre sincérité et ce que vous arrivez à transmettre. Je veux dire un truc à vous. Oui, Gérard. Vous avez l'art de tirer les vers du nez, vous. C'est parce que vous avez failli jouer Cyrano, c'est plus simple. Oui, c'est à cause de mon terrain, voilà. Merci beaucoup, Gérard. Merci infiniment. Merci. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.